parle de combustion de produits qui sont cancérigènes et de produits qui causent également des problèmes de respiration. Donc, on parle d'un problème de santé publique très important. Jonathan Allon Eichenbaum. Jonathan, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On vous a sollicité parce que on vous connaît, on vous connaissait pendant plusieurs années comme le directeur de Greenpeace en Israël. Aujourd'hui, vous êtes le directeur adjoint de la Fédération des associations de défense de l'environnement en Israël. Et c'est pour cela que nous vous avons sollicité parce que pour essayer de parler, de mieux comprendre un problème qui a, on va dire, surgi, on va dire, sur le devant de la scène, la scène médiatique en Israël ces derniers jours. On parle des déchets, des ordures qui sont brûlées de manière, on va dire, totalement arbitraire et sauvage dans différents endroits, dans différents sites de Judée et de Samarie et qui polluent l'atmosphère au point que selon certaines données, eh bien, plus de 1000 Israéliens seraient morts des suites, on va dire, de cette pollution sauvage, essentiellement en Judée-Samarie. Alors, je voudrais que vous nous aidiez à bien faire le clair sur cette affaire. Expliquez-nous de quoi il s'agit, depuis quand, on va dire, ces déchets sont jetés et brûlés de manière sauvage en Judée-Samarie et comment est-ce que ces données sont effectivement vérifiées et véritablement que fait le gouvernement pour lutter contre cela? Alors, c'est certain, Daniel, que d'abord, c'est un problème très important d'environnement et de santé publique, puisqu'on a affaire à des sites où les ordures sont jetées et brûlées dans probablement des centaines d'endroits à travers la Judée-Samarie et également en Israël. Donc, ça concerne aussi Israël. Je ne sais pas vous dire, et il n'existe pas de données qui mettent la proportion entre est-ce que l'essentiel est en Judée-Samarie, est-ce que l'essentiel est en Israël. Mais voilà, la proportion qui est en Israël est aussi importante. C'est un cas aussi de finalement où cette pollution donc, qui se fait dans des sites qui sont tous des sites pirates eh bien finalement pollue tout le monde. Donc elle pollue aussi bien des Israéliens qui habitent en Judée-Samarie que des Israéliens qui vont habiter dans des régions limitrophes, que bien sûr les Palestiniens, les Arabes israéliens, tout le monde en souffre, ces choses-là. Juste une Le, précision, Jonathan. Jusqu'à présent, le seul souvenir que moi j'ai, on parlait du site de Khiria qui était, on va dire, sur le bord de l'autoroute, à l'entrée de Tel Aviv. Ça avait l'air d'être le centre d'acheminement d'ordures et de déchets national même, ça s'est transformé en un parc et où aujourd'hui, naturellement, où devaient être évacués les déchets en Israël de manière légale. Alors, en Israël, de manière générale, les déchets vont pour l'essentiel, ils atterrissent pour l'essentiel à Doudaïm, qui est un site dans le nord du Negev. Après avoir été dans différents endroits où il y a ce qu'on appelle des sites intermédiaires où se fait une espèce de triage qui va réutiliser et revendre en fait ce qui peut l'être, donc les métaux, certaines formes de carton. Donc, il y a certaines choses qui sont utilisées, mais c'est un triage tout à fait basique. Et puis, ça va pour l'essentiel à Dudaïm. Et il y a aussi des sites dans le nord. Ça, c'est du côté israélien. Et pour ce qui est du côté palestinien, alors il y a donc l'essentiel, c'est l'autorité palestinienne. Donc, si comme ça vous avez la carte de la Judée-Samarie vaguement en tête et à l'époque des accords d'Oslo, donc il y avait une réalité sur le terrain qui avait été créée où dans cette réalité où il y avait à peu près 10% de la Judée-Samarie qui était sous contrôle intégral de l'autorité palestinienne, 20% qui était sous contrôle civil de l'autorité palestinienne, euh, et encore 70% sous contrôle israélien. Alors, ce qu'il fallait savoir, il faut savoir, c'est que ces 70%, il y a relativement peu de Palestiniens qui y habitent. On parle peut-être de 100 000, peut-être un peu plus, mais c'est très peu. Et l'essentiel, les concentrations de population palestinienne et donc de production de déchets sont dans ces 30%. L'Union européenne, qui est le principal bailleur de fonds de l'autorité palestinienne, a versé depuis des dizaines d'années énormément de fonds, notamment pour des projets de construction de sites
de tri de déchets et aussi pour les enterrer. Et finalement, il y a beaucoup moins de sites qui ont été faits que ce qui devait être fait. Les sites plus petits, qui n'ont pas nécessairement la capacité, et aussi de moins bonne qualité. Donc, tout ça a créé finalement un gros problème. L'essentiel de l'argent, bon, il a été distribué à droite à gauche. En tout cas, il n'est pas arrivé ce Il y a pourquoi eu de la corruption, on peut dire, hein, il avait à été ce prévu. niveau. Ouais, il y a une corruption à très très grande échelle. Et donc, le système qui s'installe et qui est un système qui existe, là, il existe en Judée-Samarie avec l'assentiment de l'autorité palestinienne. Il existe également en Israël. C'est le trafic de déchets. C'est finalement, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on évacue ces déchets, ça coûte de l'argent. Les déchets, il y a des camions qui les portent, et puis il y a des sites qui doivent être tenus, entretenus, ça coûte de l'argent. Enterrer une tonne de déchets en Israël, ça coûte, si je ne dis pas de bêtises, 150 shekels la tonne. Et donc, il s'installe un trafic, et dans ce trafic, il y a des groupes, je ne vais pas dire plus ou moins mafieux, complètement mafieux, qui vont dans un village. Ça peut être donc en Judée-Samarie, mais également dans des villages arabes en Israël. Ça peut se faire parfois à très grande échelle. Et puis il va y avoir un trafic de déchets. Ça veut dire que c'est eux qui vont faire l'évacuation. Et ils vont prendre de la mairie ou ils vont prendre des habitants ou de ce qu'ils organisent, non pas 150 shekels par tonne, mais ils vont prendre une somme moins, 70 shekels par tonne. Simplement, hop, ils vont trouver un petit coin de nature et ils vont verser là-bas les déchets. Et donc ça se fait à très grande échelle. Ça se fait sur des déchets ménagers, mais ça se fait également sur des déchets de construction. Ça se fait aussi sur des déchets électroniques, ce qui est beaucoup, beaucoup plus problématique, puisque les déchets électroniques sont des déchets par nature dangereux. Mais bon, vous avez d'un côté les déchets de construction qui sont les moins nocifs bien sûr, les moins nocifs pour la santé humaine, mais qui sont quand même une forme de pollution qu'on retrouve à très grande échelle dans des tas d'endroits. Et vous avez le problème essentiel, les plus dangereux, c'est bien sûr les déchets électroniques, mais on va dire, c'est quand même moindre au niveau de la quantité. Et vous avez cette immense masse de déchets domestiques et là, un déchet, qu'est-ce que c'est les déchets domestiques? C'est à peu près la moitié de déchets organiques, donc des épluchures, toutes sortes de choses, des restes de viande ou de produits. Vous avez du plastique, et donc le plastique, c'est du pétrole au départ, donc quand ça va brûler, ça va faire mal. Et puis vous avez toutes sortes de mélanges, etc. Donc voilà, vous avez des cartons, vous avez tout Toxique, ça. énormément Donc, toxique. voilà, donc il y a quelque chose qui est très toxique. Et donc une partie de ça, ça va brûler accidentellement, et une partie de ça, ça va brûler parce qu'il faut s'en débarrasser. Donc on a des problèmes de combustion à très grande échelle. Alors, À tel point que, apparemment, par exemple, dans des villes comme Shoham, qui est au cœur d'Israël, hein, une nouvelle ville, une ville moderne, eh bien, on appelle les habitants à se protéger par rapport à cela. oui, oui, alors, une petite anecdote et en même temps un conseil pratique pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Euh, à Kfar Saba, donc Kfar Saba c'est au nord, Oui, c'était aussi, pendant des années, il y a aussi des problèmes comme ça, qui étaient dus en partie à des villages palestiniens, en partie à des villages de ce qu'on appelle le triangle, donc c'est arabe les israélien. villages arabes israéliens, où pareil, c'était exactement plus ou moins le mécanisme que je vous ai décrit. Et il y a là-bas un activiste qui a fondé une association, et qui s'appelle Ezrachim Leman Avirnaki, c'est-à-dire les citoyens pour l'air propre. Et donc, il a notamment fait créer une base de données. Et en fait, il a un numéro vert où les gens peuvent appeler. Donc, et une application d'ailleurs. Donc, faut chercher ce qu'on appelle en hébreu Ezrachim Leman Avirnaki, les citoyens pour l'air propre. Et il a reçu en un an et demi, il a reçu 18 000 appels. 18 000 appels, ça veut dire 18 000 personnes dans des centaines de localités, aussi bien en Israël qu'en Judée-Samarie, enfin, dans tous ces endroits-là, sur des cas de pollution due à la combustion des ordures. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça sent mauvais, c'est le petit problème. On parle de combustion de produits qui sont cancérigènes et de produits qui causent également des problèmes de respiration. Donc, on parle d'un problème de santé publique très important. Si vous voulez, quand vous avez une usine, même disons une usine très polluante, une raffinerie de pétrole, bon, on se bat contre la raffinerie de pétrole de Haïfa, ils émettent énormément de polluants, mais on sait où c'est et au moins il y a certains filtres. C'est très insuffisant et c'est très mauvais. Mais il n'empêche que on sait quoi faire. Là, quand on brûle des ordures C'est n'importe où, sauvage. il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'il n'y a aucun filtre.
Et le deuxième problème, c'est que c'est souvent très proche de là où habitent les gens. Et donc, on a un vrai problème. C'est arrivé à un tel niveau, et ça augmente d'ailleurs de manière exponentielle, que finalement la sonnette d'alarme a été tirée par tout le monde, parce que tout le monde se plaint et qu'ils n'en pouvait plus. Et donc le gouvernement, après des années où il n'a rien fait, est entré dans est entré dans le jeu et commence à appliquer les lois et à faire un peu plus. Et ce que je tiens à signaler là-dessus, c'est qu'en fait, ce qui se passe, c'est que l'essentiel des terrains dans lesquels ça brûle, c'est des terrains qui sont sous contrôle israélien, puisque l'essentiel du territoire de la Judée-Samarie est sous contrôle israélien, et les endroits où on brûle, ils sont sous contrôle militaire israélien dans tous les cas. Ça veut dire c'est ou zone B ou zone C. Il n'y a Mhm. quasiment pas d'endroit où ils vont brûler en zone A et où on va se plaindre. On va dire si avec la zone A, ça serait vraiment des petits endroits, parce que les zones A sont des zones densément peuplées, palestiniennes densément peuplées. Donc voilà l'état du problème. Simplement, l'armée, bien sûr, elle a des tas de choses auxquelles s'occuper et on va dire, l'armée rechigne à faire ce genre de tâches qui sont des tâches plus ou moins civiles et qui ne sont pas exactement dans sa zone de confort. Malheureusement, c'est arrivé à un niveau où il n'y a plus le choix et il faut bien faire quelque Mais chose. est-ce qu'il y a une Euh, intention, est-ce qu'il y a une intention, on va dire, terroriste de la part des Palestiniens qui s'occupent de ce sujet, ou on ne peut pas parler de terrorisme écologique à ce niveau-là? alors, alors bien sûr, il y a d'abord dans tout ce qui est de l'environnement, il y a énormément de récupération politique. Il y a de la récupération politique à gauche et il y a de la récupération politique à droite. Donc, à l'époque, je me souviens dans les années 90, il y avait un problème de pollution il y avait une pollution d'une rivière Oui, depuis Tulkarem, je crois, qui arrivait en Israël et il parlait de terrorisme, etc., etc. Euh, j'ai parlé, il y a une organisation qui s'occupe de la protection de l'environnement en Judée-Samarie qui s'appelle Yarok Archav, vert maintenant. Donc, c'est pas quelqu'un qu'on peut soupçonner d'être, je sais pas, enfin bref, il habite là-bas et tout ça. Il dit non, c'est pas du terrorisme, c'est de la corruption. Et je le rejoins tout à fait là-dessus. Je pense qu'on a affaire à un problème qui est un problème de corruption qui est endémique, à l'autorité palestinienne et qui se retrouve également partout et dans des tas d'endroits. Mais voilà, c'est le problème. Je ne alors, pense pas qu'on puisse parler de terrorisme de chat, puisque là, enfin non, j'allais dire puisque les Palestiniens en souffrent aussi, mais oui. ça c'est un mauvais argument. Alors, que peut-on faire maintenant concrètement? Est-ce que, par exemple, on peut envisager une sorte de coopération entre le gouvernement israélien, on va dire le ministère de l'Environnement et l'autorité palestinienne? Quel est le poids justement des associations de votre fédération pour essayer d'enrayer ce phénomène? Alors, je vais parler, on va dire, à différents niveaux. Au premier niveau, d'abord, l'armée qui s'occupe on va dire, qui s'occupe de faire suivre les lois par rapport à ça et d'éviter qu'il y ait des ordures qui soient brûlées, et d'éviter qu'il y ait des ordures qui soient brûlées. Quand ils attrapent ça veut dire aussi ça veut dire attraper des camions qui sont en train de brûler les ordures. Donc, c'est mettre beaucoup plus de force là-dessus. Par rapport à ça, il peut y avoir une coopération entre l'armée et la société civile, les habitants, et ça existe, de manière générale entre différents groupes pour faire en sorte pour savoir quand est-ce que ces camions y viennent, etc., comment ça se passe. Donc, ça, c'est au premier niveau. Et au deuxième niveau, il faut relancer une coopération plus large pour mettre en place des sites d'évacuation des déchets pour les Palestiniens qui soient viables. Et ça doit être fait. Et il y a plusieurs propositions qui sont sur le terrain. Certaines voudraient refaire une coopération avec l'autorité palestinienne. D'autres pensent qu'il faudrait faire des coopérations avec différentes localités palestiniennes pour à chaque fois résoudre le problème de manière locale. Il y a différentes approches à cela. Je ne sais pas dire quelle est la meilleure. Ce qui est sûr, c'est que dans un premier temps, il faut savoir ce qui se passe le plus rapidement possible à chaque fois que ça se passe, qu'il y a un camion qui vient verser les ordures, tout ça et l'attraper et intervenir. Et après, il faut repenser de manière plus globale la politique des ordures. La Et ça, police, ça par concerne exemple, elle peut être aussi. active, la police? Alors, il y a une branche de la police qui s'appelle la Mishtara Yeruka, la police verte. Elle a très peu de possibilités de contrôle. Elle a Ah. très peu de possibilités de contrôle. Et c'est là, en fait, et c'est là, en fait, que le public peut intervenir, en fait, de deux manières. La première manière consiste déjà, donc, à ce que j'ai dit, à appeler ce numéro vert ou à utiliser cette application des citoyens pour l'air propre
de manière à avoir une cartographie la plus précise de ce qui se passe par rapport à ça. Et je dis bien, ça touche toutes les zones et toutes les régions. C'est pas que Judée-Samarie, ça touche aussi Israël à l'intérieur des lignes de 67. Et ça, c'est une première étape. Et je pense que dans le futur, ils seront obligés de mettre en place une collaboration entre les habitants, là où ils font face au problème, euh, aussi bien juifs qu'arabes. Ça doit concerner tout le monde. Et ces cas d'ordures qui à chaque fois s'enfuient et sont brûlés sur place, quoi. Mais on l'a bien compris, c'est un véritable problème, effectivement, un problème d'environnement, bien entendu, mais effectivement, et de santé publique. Merci beaucoup, Jonathan, d'avoir accepté de répondre à nos questions, de nous avoir expliqué la problématique de ce dossier. Merci beaucoup et merci d'en occuper aussi. À bientôt, bonne continuation, à bientôt. Merci, merci.